Grégory Bogeron, je me tourne d'abord vers vous. Ce témoignage, vous le connaissez par cœur, j'imagine, vous l'entendez extrêmement régulièrement. Mais là, quand cette policière nous dit on arrête des personnes, elles sont relâchées, on les arrête à nouveau quelques jours ou quelques semaines plus tard, quelque part, est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment de travailler pour rien? Est-ce qu'il y a toujours chez vous cette envie de travailler, de vouloir bien faire et d'arriver à des résultats qui, indépendamment de votre volonté, sont parfois très décevants? C'est une évidence, en effet, c'est un discours de vérité, hein, pour le coup. Il y a pas, je veux dire, là, on mange une bonne tartine de réalité, c'est-à-dire le quotidien des policiers qui ont l'impression de vider, sur plein d'ailleurs de champs infractionnels, un océan avec une petite cuillère. Et malheureusement, notre collègue, la collègue le dit très bien, ils interpellent, les gens sont mis sous rétention administrative au CRA, sûrement à côté à Saint-Exupéry. Et puis après, il y a tout le mécanisme et la machine et la mécanique qui se met en place avec, on sait, ces nombreux textes, règlements qui nous empêchent, hein, clairement, d'être efficaces au niveau, je parle de ça au niveau de l'État, en matière de reconduite aux frontières et d'éloignement, clairement. Et c'est vrai que pour mes collègues qui bossent particulièrement dans ce quartier de la Guillotière ou ailleurs, où en effet il y a énormément d'étrangers en situation régulière, et forcément pour eux c'est un quotidien qui se répète avec, j'imagine, souvent de la lassitude et une forme désabusée d'aborder leur quotidien. C'est même triste parce que là, on parle de quelque chose d'essentiel, mais qui touche, à mon sens, déjà toute la fonction publique. On l'a vu dans les états généraux de la justice, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais particulièrement la police, avec finalement, ce qui nous inquiète le plus, c'est la perte du sens de la mission. Quand on est confronté à ce genre de problème récurrent, qu'on voit finalement que les choses n'évoluent pas beaucoup, est-ce qu'il y a toujours chez vous, je dis chez vous, dans votre corporation, la même volonté, le même engagement, où il y a une forme de lassitude quand même de voir que parfois, on travaille pour, j'allais dire, pour rien ou pour pas grand-chose? Vous savez, je pense que ces piliers régaliens, je vais encore lier la justice, pardon, mais je pense qu'aujourd'hui, ils tiennent debout essentiellement par l'abnégation des fonctionnaires de police qui composent ces ministères, réellement. Parce que si on demande à un flic s'il est bien payé, il va vous dire que, je parle évidemment des flics de base, gardiens de la paix, gradés, il va vous expliquer que finalement, 2 000 € par mois, ça fait juste. Et je vais même parler des policiers adjoints qui sont les smicards de la police à 1 340 €. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, on devait avoir 1 000 jeunes qui devaient rentrer au 1er juillet dans les écoles de police et sortir dans 3 mois pour venir justement dans les services, parce qu'on en a besoin. Ils étaient que 500. Ce jour-là. Donc on a un vrai impact, nous, sur ce qui est relayé tous les jours et que le métier est de plus en plus difficile, forcément. Donc est-ce qu'il y a toujours de l'envie ? Il y a en tout cas une forme d'abnégation et d'engagement. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que malheureusement, si les collègues baissaient les bras réellement, j'imagine que dans les rues seraient encore moins sûres et encore plus dangereuses. Le droit tel qu'il est fait aujourd'hui, pour vous, c'est plutôt un handicap dans vos fonctions au quotidien, dans la manière dont vous travaillez, la manière d'appréhender les délinquants? Alors, il y a une lourdeur. De toute façon, parfois, le législateur vous met des bâtons dans les roues, quoi, en gros. Alors, c'est des bâtons dans les roues. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours consciemment. Pour autant, la complexification... C'est même rarement conscient, je pense. Oui, c'est pas le problème. La procédure pénale, c'est extrêmement complexifié ces dernières années. C'est une réalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Si on prend une affaire basique avec une mise, un placement en garde à vue, pour mes collègues enquêteurs, c'est la course contre la montre. C'est un sprint, une garde à vue, parce qu'il ne faut pas oublier tous les actes qu'ils sont obligés de produire pour faire en sorte d'éviter les vices de procédure. Et de l'autre côté, c'est un système qui s'alimente un peu particulièrement, parce que de toute façon, vu que le code de procédure pénale a subi une inflation législative énorme et est composé de plus en plus de textes, de l'autre côté, les avocats produisent des défenses de plus en plus lourdes, qui de toute façon arrivent au niveau de la justice et engorgent justement les systèmes et les parquets et après les tribunaux. Et oui, enfin, tout ça est un système qui devait de toute façon falloir revoir. D'ailleurs, le garde des Sceaux nous a reçus lundi pour nous expliquer que sa volonté première, en tout cas en regardant le côté police, c'était forcément de simplifier les procédures. Mais je veux dire, nous on le demande depuis des années. C'est du bon sens. C'est surtout, plus que du bon sens, c'est impérieux.
c'est impérieusement nécessaire de le faire et très très vite parce que de toute façon, on voit bien que le système aujourd'hui est à bout de souffle pour tout le monde. Puisque Gérald Darmanin affirme que le nombre d'expulsions a augmenté de 25% au premier trimestre de cette année, donc entre janvier et juin, plus 25% d'expulsions, avec ce chiffre, 9 685 sorties du territoire en 6 mois, 9 685 sorties. Vous qui êtes confronté à ces chiffres au quotidien, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est une goutte d'eau ? Je pense que c'est par rapport au nombre, j'imagine, d'étrangers en situation irrégulière connus avec des OQTF qui sont malheureusement encore sur le territoire parce qu'ils ont 30 jours pour le quitter, mais en général, il faut qu'on les recontrôle pour se rendre compte qu'ils ne l'ont pas quitté. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas qu'une goutte d'eau. Pour autant, ça reste un chiffre plutôt positif sur les 6 premiers mois, c'est une réalité. Je veux dire, peut-être que c'est en effet, moi je suis ni dans l'opposition, ni politologue, ni essayiste, ni journaliste pour le coup. Je regarde souvent l'action du ministre, moi, par le prisme policier, les moyens qu'il nous alloue et la manière dont on peut enfin essayer de refaire notre travail correctement. Donc voilà, moi je commente rarement les chiffres donnés par le ministère. J'imagine que ça reste de toute façon une forme, on va dire, d'action qui peut être souligné. Est-ce que c'est suffisant? Sûrement pas. Est-ce que ça va répondre à l'attente des citoyens sur ce sujet-là? Sûrement pas. Un déplacement du ministre de l'Intérieur à la Guillotière qui va soutenir ses troupes en quelque sorte. C'est important ou vous dites maintenant ça suffit, les déplacements, les tweets, on a donné, on veut des actions. C'est toujours important de voir un ministre venir soutenir les troupes. Ouais. En fait, on veut les deux. Les policiers sont toujours contents d'avoir leur ministre sur le terrain avec eux et en soutien. Et là-dessus, je veux dire, on peut critiquer Gérald Darmanin, mais pour le coup, au départ, il fait des déplacements très régulièrement, ça c'est certain. Toujours sur le terrain. Non, mais je veux dire, c'est. Mais c'est important pour vous. C'est bien de le dire. Voilà. Oui, c'est vraiment une preuve de sa présence, de son soutien. Il en fait beaucoup, c'est une réalité, mais c'est important pour les flics de terrain. Et mes collègues sont souvent sensibles à ça. Clairement, les policiers, ils râlent, mais ils râlent pour avoir des moyens pour faire leur boulot. Et en général, quand ils ont leur ministre en face d'eux, ils sont souvent contents de l'avoir quand même. Donc, premièrement. Et ensuite, c'est évidemment un déplacement qui sera forcément politique, parce qu'il vient marquer aussi le terrain et regarder de plus près l'action de mes collègues, qui a été extrêmement efficace d'ailleurs ces derniers jours. Pour le coup, on voit bien justement que quand on commence à remettre de la sécurisation, quand on commence à remettre une vraie présence policière permanente sur des quartiers difficiles, ça fonctionne. Sur une soirée, il y a eu une vingtaine d'interpellations. Ça veut dire que si mes collègues n'avaient pas été là, finalement, c'est des délinquants qui auraient vécu tranquillement leur soirée, alors avec des policiers présents et des compagnies de CRS, on a des gens qui sont arrêtés pour stup, un fichier S, des étrangers en situation irrégulière, des interpellés sur une rixe. Il y avait besoin, on voit bien qu'il y a un vrai besoin de sécurité dans ce quartier. Grégory Joron, est-ce que ce que dit Jordan Bardella est vrai? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes tous les jours principalement confrontés dans vos missions à des étrangers en situation irrégulière, par exemple? Est-ce qu'à cause de ces étrangers en situation irrégulière, vous rencontrez des difficultés? Jordan Bardella est dans son jardin, hein. Clairement. Je veux dire, je ne vais pas faire le travail à la place de monsieur, mais c'est clairement. Mais ce que vous vivez au quotidien. Mais ce qu'on vit au quotidien, c'est surtout qu'avant de savoir si on va arrêter un étranger, on arrête un délinquant quand on est flic. Quand on est policier, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est après qu'on s'aperçoit en effet s'il est étranger ou pas. Le vrai sujet, là où je vais peut-être être d'accord, c'est en effet sur la grosse difficulté sur les mineurs non accompagnés, parce que ça c'est vraiment un calvaire assez lourd pour tout le monde, pour la partie autant justice que aussi pour les policiers et pour justement tout ce qui nous empêche de pouvoir traiter correctement le problème et les éloigner, parce que pour le coup on n'a pas le droit de le faire. Là c'est factuel. Donc c'est une vraie problématique. Après pour le reste, il a rappelé en effet des chiffres du SSMI, du ministère de l'Intérieur, sur en effet les vols dans les Donc il a raison, c'est ce que vous dites alors. Les chiffres donnent raison. Je ne dis pas qu'il a raison. Je dis que les chiffres, en effet, oui, lui donnent raison. Et ça a été transmis par des chiffres du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a 23% d'étrangers dans les prisons françaises. Maintenant, moi je ne vais pas... Quel est le chiffre que vous avez donné, pardon? 23%. Oui, c'est ça, 1 sur 4. Hein. Françaises, oui. Donc, bon, il y a aussi 77% de Français, hein, par définition.
définition. Oui. Et par définition. Mais voilà, c'est une forme de réalité. En effet, surtout, encore une fois, je le répète, surtout sur les mineurs non accompagnés, où il faudra aussi régler le problème. Mais je pense que de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus en capacité non plus, parce qu'on peut être droit de l'homiste et c'est pas gênant. Et je pense que c'est l'histoire de la France, mais pas non plus versé justement dans ce qui nous empêche d'agir. Et c'est ça, en fait, l'équilibre qu'on doit retrouver. C'est-à-dire, si on veut accueillir une terre d'accueil, et ça me semble essentiel, très bien, il faut aussi le faire dans des bonnes conditions. Et d'ailleurs, même la manière dont on accueille ces mineurs non accompagnés qui se retrouvent de toute façon dans la rue, mineurs ou pas, parce qu'on a des vraies questions aussi là-dessus, c'est pas non plus un accueil digne d'une nation comme la nôtre. Donc à un moment donné, il y a des vraies questions à retrouver sur l'équilibre par rapport à ces sujets-là. Dans ce reportage, on voit clairement des bandes de jeunes qui sont en train de dealer en pleine rue, en pleine journée, dans le centre-ville de Lyon, en quelque sorte. Parce que le quartier de la Guillotière, on est dans Lyon. Pourquoi ne sont-ils pas interpellés ? Parce que mes collègues ne peuvent pas être partout. Très clairement, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Aujourd'hui, tout est priorité pour les policiers. Parce que là, le sentiment qu'on a, et c'est ce que décrivent nos reporters qui sont sur place, c'est qu'on sait précisément où ils se trouvent, ils sont là tous les jours, ce sont tous les jours les mêmes, et on voit que ça ne change pas. Alors, il y a beaucoup d'actions de police qui sont menées sur la Guillotière depuis quelques mois déjà. Malheureusement, je vous le disais tout à l'heure en préambule, reprendre le terrain quand il y a eu autant de laisser-aller, ça ne va pas se faire en 3 secondes. Il va falloir l'occuper, ce terrain-là. Il ne faut pas juste que ça soit... Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les projecteurs sont tournés vers la Guillotière. Il y a un vrai effort à faire quotidien de présence policière. On a vu les CRS patrouiller pédestrement sur le trottoir. Et c'est ça qu'attendent les commerçants. C'est avoir de la sécurité, avoir des policiers à portée de main. Et vous avez les moyens de le faire, ça ou alors pas ? Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de tenir très longtemps. C'est une réalité. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on ne va pas revenir sur les effectifs, même si le quinquennat d'Emmanuel Macron, il faut le reconnaître, je disais tout à l'heure en plateau à ces messieurs, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas en retirer, c'est qu'il y a eu une augmentation des effectifs, et tant mieux. Mais en même temps, qu'il y a eu une augmentation des effectifs. Il y a malheureusement le monde qui a changé depuis 2015, une lutte anti-terror et un risque qui est toujours prégnant, des mouvements sociaux qui sont existants, la lutte contre les stupes qui nous occupe énormément, les violences intrafamiliales et une filière judiciaire qui est en souffrance. En fait, pour la police, tout est priorité, sauf que cette charge missionnelle-là, on a du mal à l'absorber, c'est une réalité. Marc Hainaut. Plusieurs choses. La Guillotière, effectivement, c'est devenu un endroit symbolique, mais des endroits comme la Guillotière, il y en a des dizaines, des centaines en France, c'est évident. Après, derrière, c'est une situation qui ne peut pas durer. On l'a vu, un déploiement de CRS en armure pour gérer une situation quotidienne. C'est-à-dire que, vous l'avez rappelé dans le reportage, les CRS, ils sont là pour gérer des troubles à l'ordre public graves. Et si des CRS sont nécessaires toute la journée pour maintenir un semblant d'ordre à la Guillotière, ça veut dire que toute la journée, on est sur un maintien de l'ordre, on est sur des troubles graves. En fait, ça veut dire que le quotidien, c'est devenu des troubles graves à l'ordre public. Et on l'a vu, les commerçants, on l'a vu, je veux dire, vos caméras, en quelques minutes, elles ont identifié des délinquants, des dealers et des gens comme ça. Donc en fait, ils sont quand même récupérables assez facilement, ils sont repérables assez facilement, ces gens-là. La mission des CRS, c'est d'être aussi la réserve générale de la police nationale. Et là où justement la Guillotière, malheureusement, mes collègues de Lyon, du commissariat, etc., ne peuvent pas y être toute la journée parce qu'ils ont les appels de justement, oui, bien sûr. Et on doit injecter cette réserve de la police nationale, c'est les CRS. Oui, mais c'est en train de devenir une norme. Oui, non, ça a toujours existé en fait. Oui, mais d'accord, c'est une norme parce que ça a toujours été comme ça. Là, je me tourne vers le policier et j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas le paquet sur la police judiciaire, sur la remontée des filières et sur leur démantèlement ? Je pense qu'en fait, il faut les deux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut une action visible pour les citoyens et les commerçants qui crient leur désespoir. Et c'est bien légitime vu les conditions dans lesquelles ils exercent leur métier au quotidien, premièrement. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut une action de fond. Mais ça vaut pour les stupes, comme ça vaut pour la lutte contre l'immigration clandestine. Ça vaut pour tous ces sujets-là, clairement. Sauf qu'en effet, on est quand même sur la question de moyens. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus se tromper d'analyse. C'est-à-dire qu'on pourra pas tout régler par le prisme policier, c'est juste pas possible. C'est-à-dire si on compte juste sur les policiers pour finalement régler le problème de la Guillotière, ça sera encore une fois pas possible. Il y a une question politique, il y a une question de justice, il y a une question diplomatique, il y a une question encore une fois de prévention et une question judiciaire. Et une question judiciaire, oui évidemment, mais pas que quoi. Je veux dire malheureusement pas que. Je pense qu'il doit y avoir un travail en amont, un travail de fond, c'est vrai, d'enquête, casser des filières d'immigration réellement, mais je pense qu'il y a parce qu'il y a une vraie pression forte sur la lutte contre l'immigration clandestine. Mais on n'est même plus sur ces sujets-là. Les mineurs non accompagnés, je le répète, je le dis, c'est un vrai sujet que le ministre, de toute façon, devra traiter également en lien avec le ministère de la Justice. C'est évident. Si on ne fait pas ça, on est à côté de la plaque. Parce que, et puis, encore une fois, ces textes sur l'immigration tout court. Mais je crois que
le gouvernement a prévu au mois de septembre de mettre un texte immigration à l'Assemblée nationale et peut-être d'enrichir la LOPMI ou de passer ailleurs. Mais en tout cas, il y aura un véhicule législatif qui sera... C'est un texte effectivement annoncé pour Gérald Darmanin au mois de septembre qui prévoit de rendre plus facile l'expulsion de certains délinquants étrangers, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas expulser par exemple un délinquant étranger qui serait arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Gérald Darmanin veut changer cela. C'est à ce texte que vous faites référence. Il n'y aura peut-être pas qu'un article à mon avis. Absolument. Grégory Joron, je reviens vers vous pour vous poser la question suivante. Est-ce que depuis les différents confinements, depuis la crise sanitaire, en réalité, vous sentez aussi quelque part que votre mission, elle a changé? Est-ce qu'il y a plus de violence depuis ces différents confinements? Je vous pose la question parce qu'on entend ça parfois dans la bouche de certains responsables politiques, notamment, qui nous disent si la délinquance augmente un peu dans notre pays, c'est parce que nous avons vécu des moments difficiles, que les Français sont en train de se relâcher, en tout cas une partie d'entre eux. Est-ce que c'est un argument qui vous semble valable, oui ou non? Non. Je pense, Vous ne le constatez pas sur le terrain, en tout cas. Alors, je pense, je mets pas sur le, non, c'est pas ça. Je mets pas ça sur le dos de la crise sanitaire. En fait, c'est ça. Oui, je constate clairement. Enfin, en fait, moi, il y a un chiffre qui me semble clore le débat, même des fois de sociologues qui nous expliquent que finalement, c'est pas vraiment ça, qu'il n'y a pas de montée de violence. Et je l'ai encore entendu il n'y a pas si longtemps sur une antenne. Moi, il y a un chiffre qui me parle et qui parle, je trouve, c'est le nombre de policiers blessés. Mes collègues, ils ne se blessent pas en descendant les escaliers du commissariat ou en faisant du sport. Ils n'ont pas le temps d'en faire. Ils se blessent parce que malheureusement, leurs conditions de travail et l'exercice de leur mission sont de plus en plus dangereux, car globalement, ils subissent de plus en plus de violence. Ça, c'est factuel. Alors, donnez-nous ces chiffres précisément. Je ne sais plus, parce que je crois que c'est le Figaro qui avait sorti ça en disant que les violences à l'endroit des policiers et les blessés en service ont quasiment doublé, je crois. Donc ça, c'est factuel. Donc clairement, ça veut dire que finalement, l'exercice du métier de policier est de plus en plus dangereux. Donc s'il est de plus en plus dangereux, c'est parce qu'ils subissent de plus en plus de violence. Et je pense que ça, je ne suis pas sûr que ce soit dû à la crise sanitaire et au fait qu'il y ait eu 2 confinements. Je pense que malheureusement, c'est dû forcément à une forme d'impunité qui s'est développée, au fait que malheureusement, et ça a été dit, on a eu un gros creux sur l'occupation du terrain et sur les effectifs, et qu'aujourd'hui, pour reprendre la main là-dessus, ça va être, clairement, il faut se le dire, très très long. Alors moi, je ne fais pas la politique de la peur, j'ai horreur de ça, mais il faut juste être lucide et regarder les choses en face. Pour la police, les choses s'améliorent réellement, il y a eu des effectifs, c'est vrai, il y aura du matériel et il arrive, tant mieux. Maintenant, il faut revoir et le sens des missions et revoir l'efficacité très clairement qu'on a, parce qu'on ne peut pas régler ça que par le prisme policier. Grégory Joron, je me tourne d'abord vers vous parce que c'est vrai, vous nous faisiez remarquer pendant la diffusion de ce sujet, le simple fait qu'il existe un observatoire de la sécurité des médecins montre qu'en soi, il y a déjà un problème. Je trouve ça dingue en fait. Je ne savais pas que ça existait et c'est pour le coup... pas la politique de la peur, mais quand même, si les médecins en sont à créer un observatoire sur leur sécurité, c'est malheureusement, on parlait souvent, forcément, on parle souvent d'agression des forces de l'ordre ou de tout ce qui présente l'autorité sur la voie publique dès lors qu'il y a un uniforme, les pompiers. On savait que malheureusement, depuis quelques temps, et je crois que ça a été dit ce matin sur votre antenne, il y a 5 agressions de pompiers par jour aujourd'hui, verbales, physiques, etc., etc. Donc les policiers, les pompiers, les chauffeurs de bus, les professeurs dans les écoles, et les collèges et ailleurs, et aujourd'hui malheureusement les médecins. Donc c'est la tache d'huile pour le coup, et vraiment je trouve que voilà, c'est emblématique de se dire qu'il y a quand même un observatoire de leur sécurité. Quelle est la position de la police de ce point de vue-là? C'est extrêmement compliqué en fait, parce que en fait il faut raisonner sur l'ensemble des choses. C'est-à-dire que l'incarcération, aujourd'hui, à quoi ressemble nos sanctions pénales globalement? Est-ce que la victime se sent réparée? Je ne crois pas. Est-ce que la société se sent protégée? Non plus. Est-ce que le délinquant en arrive, parce que c'est la cerise sur le gâteau, finalement à avoir peu de récidives et à réinsérer? Non. Donc on a en fait un système global c'est une obsolescence programmée. On sait qu'il est bientôt mort et qu'on a un système judiciaire qui est à bout de souffle. C'est d'ailleurs le bilan des États généraux de la justice. Clairement, le bilan il a été posé par ce comité qui a produit quelque chose qui me semble sans décor et assez précis de l'état malheureusement de la justice. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a une volonté vraisemblablement de construire des places de prison, très bien, d'avoir une vraie politique d'insertion et de probation. On peut partager ou pas, mais en tout cas c'est une vision, mais il faut s'en donner réellement les moyens, parce qu'aujourd'hui ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Ensuite il y a la question en effet des courtes peines. Je veux dire, on ne peut pas en vouloir beaucoup aux magistrats. Là on parle de politique pénale pour le coup. La dernière loi circulaire là-dessus, c'est la circulaire Belloubet du 23 mars 2019, qui est venue enterrer les courtes peines. Et alors après, soit on est d'accord avec les peines de rupture ou pas, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça ne nous met pas à l'abri de tout, mais au moins ça peut marquer quelques délinquants pour éviter certaines récidives. La circulaire Belloubet qui dit la chose suivante: les peines de prison inférieures à 2 ans
on les adapte, on ne va pas en prison. Et pire que ça, elle dit surtout que la prison doit rester l'exception et qu'on doit forcément chercher la peine alternative. La difficulté de ça, c'est quelle est la capacité de la justice à faire de la peine alternative qui ait du sens. Parce que mettre les gens en prison, je suis assez d'accord que la privation de liberté, on peut se dire on n'en a rien à faire, qu'ils soient 4 en cellule, on s'en fout. Sauf que moi, à mon sens, si on veut priver de liberté correctement, on doit aussi isoler. Parce que la personne réfléchisse et on doit aussi faire travailler. Parce qu'il y a une reconstruction. On fait ni l'un ni l'autre. Et de l'autre côté, à ceux qui disent que la prison, finalement, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, je suis assez d'accord. Que l'incarcération, ça peut ne pas régler les choses, on est d'accord. Mais on voit bien que le bracelet électronique à la maison, ça règle pas grand-chose non plus. Donc il y a, à mon avis, un autre chemin à prendre autour de tout ça. Moi, je l'ai dit au ministre de manière assez... Quel chemin précisément? Vous avez une idée? Alors, le truc, c'est que... Je prends 2 minutes encore, je suis désolé. C'est que construire des places de prison, ça va prendre du temps. Refondre le code du procédure pénale et simplifier la procédure, ça va prendre du temps. Avoir une vraie politique d'insertion avec des vrais contrats d'insertion pour essayer d'éviter les récidives, ça va aussi prendre du temps. Quand on voit l'état malheureusement du secteur de probité et d'insertion, enfin, c'est le SPIP, je ne me rappelle plus exactement de la justice, mais ils sont sous-dimensionnés et ils sont pas du tout malheureusement calibrés pour pouvoir faire face à tout ça. Donc, comme j'ai dit au ministre de manière assez simple, à un moment donné, il va falloir que la justice... Parce que tout le monde a lu dans le JDD que 73% des Français estiment qu'elle fonctionne mal et 65% des Français estiment que la justice n'est pas assez sévère. À un moment donné, la justice ne va pas être gouvernée évidemment par des enquêtes d'opinion, pour autant les politiques y sont assez sensibles. Et moi je pense qu'il faut être très clair. Aujourd'hui la justice, si on veut avoir il faut être chirurgical. Qu'est-ce qu'on ne supporte pas? Ça fait 1 heure qu'on en parle. Qu'est-ce que ne supporte plus la société? Prioritairement les violences aux personnes. On voit la sécurité du quotidien, en fait. La sécurité du quotidien qui se traduit par des violences aux personnes. Eh bien, il y a des grandes démocraties, comme au Canada, qui ont établi des délits spécifiques, usage de couteaux dans les violences, etc., et qui en ont fait, en effet, des peines qui soient beaucoup plus fermes. Ce ne sera pas la solution à tout, mais ça sera au moins un message envoyé très clairement et aux citoyens et aux délinquants qui veulent s'adonner à ce genre de choses. Et on a besoin d'un vrai choc par rapport à la manière dont on regarde nos sanctions pénales et nos conditions de privation de liberté. Voilà, écoutez, ça c'est une réalité. Grégory Joron, est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que les politiques, les membres du gouvernement ont... Alors, pas uniquement ceux de ce gouvernement-là, mais depuis déjà un certain temps, ont abandonné, volontairement ou pas d'ailleurs, une partie de leur pouvoir? Non, je pense pas. Alors, je ne vais pas me faire le porte-parole de ce gouvernement ou d'un autre, d'ailleurs, parce que je fais pas de politique. Par contre, je trouve qu'on est de toute façon dans le jugement permanent, ça c'est une réalité, et on attend du politique justement souvent la solution immédiate qui va faire que ça va régler le problème qu'on a sous. Oui, c'est pourquoi il a été élu en fait. Oui, sauf que malheureusement, d'accord. Sauf que, si je termine, après on sera peut-être d'accord du coup. sauf que, on est sur des situations et sur des sujets qui malheureusement ne datent pas d'hier, et pas d'il y a 5 ans. Enfin, je veux dire, moi je veux bien qu'on charge par exemple la barque pour pas paraphraser Dupond-Moretti par la barque républicaine, mais simplement celle du garde des Sceaux, et de se dire ouais c'est le pire garde des Sceaux qu'on ait jamais eu, j'en sais rien, sauf que moi ce que je regarde c'est que toutes les politiques pénales qui sont enchaînées, qui sont contredites et qui sont empilées font qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là. La police, toutes les réglementations générales de politique publique ou de modernisation de l'action publique qui sont enchaînées font qu'aujourd'hui on est dans cet état-là. Et que quand on a 2 piliers régaliens qui sont dans cet état-là, eh ben, je peux vous assurer qu'il va falloir quasiment autant d'années qu'il a fallu pour les détruire que pour les reconstruire. Donc je pense que l'action et la difficulté de nos politiques, c'est d'avoir une vision à long terme et d'essayer d'emprunter le bon chemin pour arriver à quelque chose qui soit bénéfique et palpable, et en même temps d'avoir une action immédiate qui va permettre de voir que les choses bougent. Et c'est extrêmement compliqué, quoi qu'on en dise.